aucune idée de pourquoi je fais ça. Il était pas là le repère? Forêt de merde! Ah bah, on n'est pas rendu. Hey! Pars-toi! Vous aimez le cinéma? Parce que le cinéma, lui, il aime Philippe K. Dick. Son univers sombre et paranoïaque, qui met notre perception du réel à rude épreuve, a inspiré une tripotée d'œuvres, et a fait de Phil Laverge l'un des écrivains de science-fiction les plus adaptés de tous les temps sur grand Et petit? écran, supplanté uniquement par des big daddies du type H.G. Wells, Jules Verne ou Ray Bradbury. Et forcément, au milieu de tout ça, il y a à boire et à manger. Ces adaptations, elles vont des chefs-d'œuvre jusqu'aux honnêtes films d'exploitation, en passant par quelques curiosités inventives, des remakes moisis, des séries B prometteuses mais faiblardes, des films pas basés sur un écrit en particulier mais puisant explicitement dans l'imaginaire dickien, des séries pas dégueu, ainsi que des projets qui foutent autant les chocottes qu'une roulette russe à barillet plein. Et puis, il y a Planète Hurlante. Screamers en version originale, un film canado-américano-japonais, sorti en 1996 en France et réalisé par Christian Duguay, un gars qui en dehors de ça s'est notamment illustré avec quelques films d'action oubliables, des trucs à la télé, et Japlou, le biopic d'un cheval scénarisé par Guillaume Canet et sorti en 2013, ce qui fait ardemment péter les niveaux de camouloxitude, on va pas tortiller. Planète Hurlante, qui a connu un échec au box-office mais acquis un petit statut culte au fil du temps, est basé sur la nouvelle Nouveau modèle de Philippe K. Dick, qui date de 1953 et se déroule dans un futur où la guerre froide a dégénéré en quelque chose de beaucoup moins froid et a dévasté la Terre. Les Nations Unies ont créé des robots, les Griffes, censés décimer les forces soviétiques. Robots qui vont s'avérer, aux surprises, beaucoup plus sophistiqués que prévu. Je n'en dis pas plus pour le moment, tutude pas de marque, mais fort de ce postulat, Planète Hurlante part avec un gros potentiel. Et sinon, tu t'essouffles à un moment? D'autant que le film se paye Dan O'Bannon au scénario, qui a notamment écrit Dark Star et Alien, donc niveau angoisse paranoïaque et futuriste, le gars touche sa bille. Mais aussi Total Recall, une autre adaptation fort goûtue de K. Dick, donc niveau je suis totalement à ma place, la bille touche son gars. Vous bossez souvent le cardio? Mais la ferme, c'est pas le moment! Bon, ça suffit, ces encarts de merde! On est foutus et... Alors, quoi? Toi? Moi? Oui, toi! Espèce de... Je sens que vous vous emportez là. Je sais pas si c'est bien nécessaire. On se calme. Saurez-vous contrer le bel kata? Oui. D'accord. Capitaine, ce n'est pas lui. Mes capteurs indiquent que vous êtes en 2016. C'est un ancêtre de Voltaire. Ah. Erreur sur la personne. Ça arrive souvent. Oups. Donc pourquoi je vous parle de Planète Hurlante en particulier? Bon, déjà, tu vas arrêter de me couper la parole avec tes voix off. C'est vraiment... Si je vous parle de Planète Hurlante en particulier, donc, c'est parce que c'est une œuvre sur laquelle je suis partagé. C'est typiquement le genre de film qu'il faut découvrir à 15 piges par hasard total au milieu de la nuit, et qui, par effet de surprise, va laisser une énorme impression. C'était mon cas, ce qui m'a longtemps conduit à considérer Christian Duguay un peu comme Adrian Lyne. À savoir, un artisan inégal qui d'un seul coup est pris d'une chasse créative carabinée, accouche d'une œuvre maîtresse qui trône loin au-dessus de ses autres réalisations, puis revient à sa vitesse de croisière comme si rien ne s'était passé. Sauf que Planète Hurlante, je l'ai revu récemment, plein d'allant, de fougue, d'espoir et de houblon, espérant revivre ma claque initiale, et verdict... Ça tient encore la route. Bah quoi? Monsieur a le monologue du monopole? Le monopole du monolole? Le J'ai compris. Figure-toi que pour répondre à ta question, oui, j'aime le cinéma. Ok, donc le tutoiement, on part vraiment là-dessus? Et Planète Hurlante, je l'ai découvert dans les mêmes conditions. Eh bah ok mon petit père. Non, je gère mal la familiarité. Oh merde. Le film s'ouvre par une mise en contexte assez touffue, où je vous la fais courte, on nous raconte qu'une corporation, le nouveau bloc économique, a la main mise sur l'exploitation du bérinium, un minerai miracle récolté sur la planète Sirius 6b, qui peut résoudre la crise énergétique de l'humanité. Sauf que le bérinium s'avère mortellement radioactif. Une alliance de mineurs et de scientifiques demande donc l'arrêt de l'exploitation, ce à quoi les cuistres vénaux du nouveau bloc économique, forts de leur sens des proportions, répondent en leur déclarant la guerre nucléaire. Pour une raison qui a l'air d'échapper même à l'auteur du texte, les combats se déroulent uniquement sur Sirius 6b, alors que ça doit aussi sévèrement gueuler sur Terre, et oh putain, 4 points de suspension, ce film est complètement punk.
Alors déjà, première réaction, quand une intro te donne plus envie de voir ce qui s'est passé avant le film que le film lui-même, c'est tendu. Et deuxième réaction, on voit direct que l'élément guerre froide de la nouvelle de Philippe K. Dick a été mis de côté. Et ce, même si le film qualifie la situation sur Terre de nouvelle guerre froide. Je suis désolé mais non, ça n'a rien à voir, puisqu'ici ça se traduit par un vrai conflit armé qui, même s'il est éloigné, est tout à fait officiel et s'étale dans le temps. Mais en même temps, ce changement n'est pas plus mal. Planète Hurlante ayant été réalisé quelques années après l'effondrement du bloc soviétique, il n'était plus vraiment pertinent d'axer le récit là-dessus, au risque de le cloisonner à une dimension historique datée. Là, au contraire, le propos est élargi aux guerres de ressources énergétiques, ce qui permet d'accéder à une dimension plus universelle, car si le phénomène n'est pas récent, bien sûr, son ampleur reste, au fil du temps, d'une terrible actualité. On voit aussi que l'élément science-fictionnel de nouveaux modèles a été élargi. D'une action se déroulant sur la Terre et une base lunaire, on passe à un contexte où l'humanité a conquis de nouveaux mondes. Bon, pourquoi pas, d'autant que ça justifie l'exploitation d'un nouveau minerai. Mais espérons que Planète Hurlante ne va pas nous faire ce que j'appelle une Predators. À savoir, situer l'action sur une lointaine planète, parce que pourquoi pas, exotisme vroom vroom ta gueule. La découverte du bérinium, il y avait plein d'autres manières de l'expliquer sans aller aussi loin. Procédé de synthèse révolutionnaire, nouveaux recoins explorés sous terre, planète plus proche, et j'en passe. Court. Bref. L'action commence en 2078, 10 ans après le début de la guerre, sur une planète Sirius 6b dévastée. Un Gus mystérieux, qui dévale une colline dans une superbe imitation de poule, se fait repérer par des membres de l'Alliance terrés dans leur bunker. Il s'agit en fait d'un soldat du nouveau bloc économique, qui, fait cocasse, n'est pas hostile, et semble vouloir leur donner un objet, avant de se faire découper en rondelles par des machines circulant sous terre qui, si elles se nommaient les griffes dans la nouvelle de K. Dick, répondent désormais au doux nom de hurleurs. Parce qu'elles hurlent. Les hurleurs en question sont en fait des sortes de sentinelles qui ont été créées par l'Alliance, ce qui leur a permis de prendre un énorme avantage dans la guerre. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour se demander si le mec est mort pour protéger son thermos de café, l'Alliance récupère ce fort beau tube qui contient un message pour leur commandant. Bim, il s'avère qu'un gradé du nouveau bloc économique leur demande officieusement une entrevue urgente pour convenir d'une armistice. Dans la foulée, l'hologramme d'un ponte de l'Alliance leur confirme que des négociations de paix sont effectivement en cours. Hologramme qui au passage ouvre des portes et projette une ombre alors que c'est un hologramme, bordel, ce genre de détail m'énerve. Long story short, du bérinium non radioactif a été trouvé sur la planète Triton 4, ce qui rend le conflit caduc, blablabla, exposition, truc politique. Sauf que le ponte leur demande de ne pas intervenir, au risque de compromettre les négociations. Face à ces signaux contradictoires, le commandant Joe Hendrickson, joué par Peter Robocop Festin Nul Léviathan Weller, l'une des trognes de cinéma de genre les plus sous-estimées à Hollywood, commence à sentir l'embrouille gigoter à l'horizon. Mais file l'exposition. Un vaisseau s'écrase soudainement hors du bunker. Confusion, chaos et petit tas de flammes inoffensives posées comme des bouquets de lilas par le département sécurité du tournage. Le vaisseau est un transport civil de l'Alliance qui contient en fait un bataillon armé, dont tous les membres sont morts, sauf un, Jefferson, un as de la gâchette, et étant donné que ça va forcément ressurgir plus tard dans le récit, baptisons-le tout de suite le sniper de Chekhov. Et retour à l'exposition. Jefferson leur apprend que les soldats allaient attaquer le nouveau bloc économique sur Triton 4. Mais qu'en est-il des négociations de paix dont nous parlait l'hologramme tout pourri du pont de l'Alliance, lui rétorquèrent nos amis confus. Il a cassé sa pipe il y a 2 ans, leur assène le bonhomme. Hendrickson et son second, tout bougon, se sentent manipulés par des forces qui les dépassent et qui veulent les laisser moisir en silence sur Sirius 6b. Notre bon héros Abros décide alors d'aller rencontrer le supérieur du nouveau bloc économique qui lui a renvoyé le message du début. Parce que, quitte à tous être dans la même merde, autant se serrer les coudes. Et vu toutes les questions posées à ce stade, bordel, j'espère que le film va assurer niveau réponse. Non. Hendrickson et Jefferson partent donc bras dessus bras dessous vivre un road trip initiatique qui va les révéler à eux-mêmes et leur faire comprendre que le bonheur, c'est cultiver les petits riens dans son lopin radioactif. Non. Les Gus s'équipent de bracelets qui brouillent leur peau. Et ouais, c'est comme ça que l'Alliance survit aux hurleurs qui ne font plus la différence entre leurs ennemis depuis longtemps. Ce qui conduit d'ailleurs à se demander pourquoi le nouveau bloc économique n'a pas eu en 10 ans la présence d'esprit de s'équiper d'un truc aussi con. Mais bon, passons, ou plutôt non, ne passons pas. Et les Gus donc partent tailler la route. Sur le chemin, Hendrickson explique à son binôme que les hurleurs ont développé une vie propre, et que personne ne sait jusqu'à quel point ils ont évolué. Quand soudain, il tombe sur David, un lardon tout miteux, solidement pacté dans ses haillons puants. Et stop! Ce plan-là, ouais, ce plan. Bah quoi? Mais ça sert à rien. Là, Hendrickson enjambe la barrière, puis cut sur un plan plus rapproché, puis retour au premier cadrage où il saute. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Bobby, allez-vous me dire? Mais non, je suis désolé, le montage est censé avoir un sens. Chaque plan se trouve à tel ou tel endroit pour une bonne raison, que ce soit pour diriger notre regard, développer une symbolique ou créer un effet. Et là, ben rien. Ce plan n'apporte qu'une illusion de dynamique. Quand un monteur n'a pas confiance dans le rythme de son film, il a recours à ce genre de stimulus pour tromper l'ennui supposé du spectateur. Aujourd'hui, on est tellement abreuvé de montage épileptique qu'on ne fait quasiment plus attention à ça, mais ça reste un vrai problème. L'image a un sens, et cette question du sens, il faut se la poser à chaque instant, au risque d'accoucher d'un pantin désarticulé. Putain, même moi je pilaille pas autant. Bon, là, on va accélérer un peu la cadence, sinon on va finir en steak haché. Nos deux bougres embarquent David, arrivent finalement en vue d'un bunker du nouveau bloc économique où le môme se fait shooter sans sommation. C'est pour rire, gamin! Et cramponnez-vous à vos bas de contention, c'était un hurleur.
Oui, certains de ces bidules ont désormais la capacité de prendre forme humaine, ce qui est la porte ouverte à toutes les fenêtres de la suspicion. Nos héros rencontrent deux soldats isolés, Ross et Becker. Mais Becker, on va l'appeler Klaus, parce qu'il s'appelle comme ça dans la nouvelle de Kadik et qu'effectivement, il a une gueule de moniteur de ski. Et stop! Ce plan-là, ouais, ce plan. Bah quoi? Bah l'éclairage. Non mais quand même là, on a Klaus et son pote avec un rendu d'éclairage naturel, et hop, sur le contre-champ, on a Peter Weller carbonisé par une lampe mal réglée. Franchement, Non, c'est tout. Ross et Klaus ne sont pas au courant du message, et il s'avère que leur bunker a été décimé par un groupe de hurleurs modèle David. Depuis, ils y vivent avec Jessica, une contrebandière qui en a. Tout ce beau monde part en quête de Cooper, le commandant qui avait envoyé le message, et oula, oui bravo, qu'est-ce que c'est badass ça, gros con. Ils se rendent compte que tout le monde est mort, que les hurleurs se nourrissent des informations qu'ils trouvent sur les terminaux, et qu'il existe une variété d'androïdes qu'ils ne connaissent pas, le type 2. Ce qui les rend parano et pousse Klaus à tuer Ross. Je plante le bâton. Sauf que Ross était bien un humain, pas de bol. Tout le monde retourne au bunker de l'Alliance, jugé plus safe que ce tas de rouille vide, mais cramponnez-vous à vos dentiers, le bunker a été décimé et envahi par une horde de David portant des masques bien dégueux. Suite à quoi, Hendrickson tranche dans le vif en faisant tout simplement péter une mini-ogive nucléaire. Cut au matin. Et là je vous dirais bien qu'on entre dans la dernière partie du film et que voici un timecode auquel sauter, blablabla, mais le fait est qu'on ne peut pas analyser ce film sans sa fin, donc feu. Patatras, ce bon Klaus s'avère être le hurleur de type 2. Il broie la cage thoracique de Jefferson qui n'en demandait pas tant, puis Hendrickson le bute avec fougue et un gun. Voilà pour ton cabotinage enfoiré. Et nom de Dieu, qu'est-ce que... Quoi? Non! Depuis le début je dis rien, mais sérieux là, si on a peu de budget, pourquoi privilégier des effets moisis à une suggestion de bien meilleur goût? Je sais qu'il y a des logiques industrielles derrière, avec des départements créatifs à rémunérer, mais là, quand même. D'autant que Planète Hurlante a bénéficié d'un budget de plus de 15 millions de dollars. C'est pas fou, mais c'est pas non plus comme s'ils avaient dû composer avec l'argent de poche de Mamie Thérèse. Bon là, plus le temps de niaiser, il faut se casser de cette planète. Je confirme, oui. Hendrickson et Jessica rejoignent alors une navette réservée au commandant de l'Alliance en cas d'urgence, non sans avoir au passage entamé une histoire d'amour express, car la déprime et la fin du monde, ça va bien 2 minutes. Quand faut y aller, faut y aller. Oh putain! La porte secrète en polystyrène s'ouvre, hop, les tourtereaux trouvent la navette, et bim, surprise, un hurleur à l'apparence de Becker, le second d'Hendrickson, apparaît et déclame des trucs de méchants. Oui, les types 2 peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent. Baston, Hendrickson s'en débarrasse, mais oh désarroi, il n'y a qu'une seule place dans la navette. Débat, ce sera toi, non, toi, tu raccroches, et vous prendrez bien un énième retournement de situation. Jessica est aussi un hurleur, et un de ses clones rapplique. Sauf que le modèle qu'Hendrickson connaît est devenu tout shabada et humain grâce au pouvoir de l'amour. Baston, pif, paf, les deux de Jessica meurent, l'une cramée, l'autre de romantisme, et Hendrickson embarque, direction la Terre. Sauf que, préparez-vous à contempler la menace par-delà l'imagination annoncée par l'accroche nanardesque de début de film. Gozer? Non. Thanos? Non. Jormungand, le serpent monde, qui ne s'en laisse pas compter? Non. Donald Trump? Un nounours, qui va mettre un terme à l'humanité. Fin. Attends, mais... Le faux message du pont de l'Alliance, le crash du vaisseau de Jefferson. Qui? Quoi? Comment? Fascinant. On peut imaginer que les hurleurs ont créé le faux message de départ pour attirer Hendrickson dehors et affaiblir le bunker. Sauf que non, parce que comme le hurleur modèle Chuck connaît des trucs personnels qui renvoient au tout début du film, le bunker de l'Alliance est infiltré depuis avant le départ du commandant. Ou alors les hurleurs gobent les souvenirs de leurs victimes? Bon, verdict, on a donc bien affaire à une série B pur jus, avec tout ce que ça comporte de qualités humbles, de défauts techniques, de trouvailles surprenantes, d'ellipses étranges, d'effets spéciaux parfois embarrassants, sauf dans cette scène bien foutue qui a dû griller une bonne partie du budget, de performances inégales et d'ingérence probable du studio qui a dû sabrer une partie du processus créatif pour formater son produit. Ça se voit particulièrement dans la dernière partie, où le film finit par carrément changer de style, mais pas en mode choix réfléchi qui reflète l'évolution du récit. Non, là il perd simplement toute cohésion. Soudain, vas-y que je te colle du kung-fu, des saltos, de la shaky cam, de la courte focale quasi cartoonesque, et ce plan bordel, ce plan de caméra embarquée sur un corps projeté qui aurait été jugé HS même dans un Monty Python. Jusque-là, la mise en scène ne cassait pas trop pattes à un canard, mais au moins, elle trouvait une certaine tenue dans sa sobriété. Bon merde, oui, mais tout doux, la médisance. Un film qui arrive à ce point à respecter son matériau de base, ça court pas les rues. Des différences avec la nouvelle, comme on l'a vu, il y en a. La transposition sur une autre planète, mais aussi certains noms. Des personnages créés de toutes pièces comme Jefferson, et d'autres choses sur lesquelles on ne va pas revenir en détail, car déjà, on se concentre avant tout sur l'aspect filmique de Planète Hurlante, et ensuite, d'autres énergumènes ont déjà très bien fait ce travail de comparaison, comme Jason Vest, avec son livre touffu et passionnant, Future Imperfect Dick at the Movies, que l'on conseille aux plus anglophones d'entre vous. Cela dit, mentionnons quand même la fin.
Dans la nouvelle, c'est Jessica, qui s'appelle alors Tasso, qui emprunte la navette vers la base lunaire, et condamne ainsi ce qui reste de l'humanité. Toutefois, la modification de Planète Hurlante permet de rendre la fin du film à la fois plus ironique et déchirante. Hendrickson rentre sur Terre au prix de la vie de la femme qu'il aime, ce qui peut être perçu comme un semi-happy end. Un quart. Un huitième. Mais il emporte avec lui un fléau d'une nature nouvelle, à la capacité d'adaptation ultime, ce qui montre que les hurleurs sont désormais inarrêtables, et qu'en deux mots, we are fucked. Plus que la dimension symbolique de nouveaux modèles, c'est celle de toute l'œuvre de Dick qui reste donc intacte. Et c'est sûrement la plus grande réussite du film. Tout en évoluant, il comprend et rend hommage à toute la noirceur fascinante de ses thématiques. Les hurleurs sont perçus comme une menace, mais en émulant les humains pour mieux les détruire, ils s'humanisent réellement, faisant passer leur modèle cynique et au bout du rouleau pour les véritables machines. Forcément, le film souffre de la comparaison avec un mastodonte comme Blade Runner, qui a autrement plus de gueule et prend le temps de poser son propos dans toute sa dimension quasi mystique, notamment à travers son histoire d'amour qui, elle, n'est pas jetée en mode tir d'obus. Mais dans Planète Hurlante, le postulat reste correctement traité, donnant lieu à une ambiance viscéralement prenante, où la paranoïa de ses héros laissés pour compte suppure dans le moindre recoin de chaque plan, jouant sur la thématique ô combien classique, mais ô combien efficace, de l'ennemi qui peut se cacher sous des traits amicaux. Forcément, sur ce point, le film souffre de la comparaison avec un mastodonte comme The Thing, qui a autrement plus de gueule et prend le temps de poser son propos dans toute sa dimension quasi mystique, notamment à travers son histoire d'amour qui, elle, n'est pas jetée en mode tir d'obus. Brise la boucle! Brise la boucle! Alors certes, Planète Hurlante s'avère être l'une des adaptations les plus fidèles de Kadik, mais est-ce que ça suffit à lui faire tenir la route? Pas sûr. Une adaptation ne doit pas oublier de soigner sa structure en tant que film. Et à ce niveau, à quoi ça sert déjà de poser un background aussi dense et intéressant si le scénario ne prend pas la peine de le développer? Que ce soit la culpabilité de l'Alliance vis-à-vis des hurleurs qu'il ne contrôle plus, la manière obscure dont le conflit s'est retrouvé confiné à Sirius 6B, le fait improbable qu'une corporation galactique à frappe nucléaire soit mise à genoux parce que ses soldats se font grignoter les tibias sur une seule planète, l'arc narratif de Triton 4 jeté comme un vieux clacos au fond du frigo, l'indépendance des différentes variétés de hurleurs qui impliquent que des conflits vont naître entre eux, l'impact de la radioactivité au-delà de Sirius 6B puisque du bérinium a été exporté avant la guerre, etc. etc. Rien n'est réellement traité. Au mieux, le récit y fait 2-3 allusions, qui ont le mérite d'installer une ambiance fataliste et quelques pistes excitantes, mais qui bottent systématiquement en touche tout ce qui pourrait devenir une vraie réflexion politique ou existentielle. Bien sûr, il faut un minimum d'histoire préalable pour justifier la quête des personnages, mais là, il y a clairement un problème de dosage entre ce qui est posé et ce qui est traité. En voulant développer un univers étendu qui dépasse la nouvelle de Kadik, le film va soit trop loin, soit pas assez. Bon, là je suis d'accord. Un univers étendu, ça se dissémine au fil de l'œuvre. Ça se balance pas comme ça comme un parpaing. Fais attention, il est excessivement belliqueux, hein. D'autant qu'il y avait moyen de rendre le contexte plus concis sans nuire au film. Deux puissances ennemies qui s'affrontent pour la suprématie énergétique, point. Ce qui n'aurait rien changé au propos de l'œuvre, et aurait même abouti à une situation un peu moins simpliste que les gentils opprimés de l'Alliance contre les méchants exploiteurs du nouveau bloc économique. D'autant que le film pose ça pour ensuite constamment essayer de le brouiller, notamment par le fait qu'Hendrickson et ses soldats se sentent trahis par l'indifférence de leurs supérieurs, et, par extension, de tout un système déshumanisé et corrompu. C'est passionnant ça, donc merci la balle dans le pied. Attends. Quoi, vous croyez qu'il a abandonné? Non, clairement on va mourir. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Pour un terrien de ton époque, la situation elle a quoi de faire chier les coquilles de noix? Et pourtant, tu te demandes même pas qui je suis. Vous êtes vexé? Non. Vous êtes vexé? Non. Mais allez, vous êtes vexé! Bon alors quoi? Bah en fait, j'ai peur que ça fasse trop d'infos pour les gens qui vous connaissent pas. Putain, c'est vrai que c'est difficile de doser un univers étendu. Autant en mode concis ça passe. Bon, si je te dis que je viens du futur, que je commande un vaisseau de contrebande, et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis battu avec un mec qui te ressemblait pas mal, et que là, une erreur de réfraction positronique m'a balancé ici avec un Glarbex très énervé qui nous court le train. Tu vas pas me croire, je suppose. Bah... ouais... si... C'est plaisant. Alors oui, par-delà tout ce qu'il pourrait traiter, Planète Hurlante choisit de se concentrer sur la thématique de l'intelligence artificielle. Soit, mais même là, le problème, c'est qu'on reste en surface. Jamais le film ne se permet quelques moments sensoriels en suspens, poétiques ou philosophiques, qui échappent à la simple mécanique de la narration. Malgré le travail sur l'ambiance désespérée qui est très réussi, jamais on ne peut profondément ressentir toute l'ampleur de la déchéance de l'humanité, ou la portée métaphysique de l'évolution des hurleurs. Le conflit entre l'humain et la machine nourrit les rebondissements, mais pas notre sensation des conséquences que tout ça va avoir. Des conséquences qui sont évoquées, mais pas pilonnées dans nos tripes par un souffle purement cinématographique. On reste sur un déroulé factuel que le film ne dépasse jamais. Ou en fait, si. Pour être honnête, il y a un moment où Planète Hurlante a l'air de prendre une toute autre ampleur. Le carnage des gamins robots. Sacrée vieille branche.
Le simple fait qu'une scène aussi violente soit dans le film est dingue en soi. D'autant qu'elle touche à un tabou assez fort, à savoir la mort des enfants. Bon, ici bien sûr, il s'agit de hurleurs camouflés, mais cette scène joue justement à fond la carte du brouillage de notre perception, en créant un inconfort intense, tout en nous questionnant. Pourquoi voir des robots détruits nous dérange autant? Cette manière de nous mettre face à cette zone de flou est beaucoup plus habile que n'importe quel dialogue. Pendant ces instants de déchaînement hallucinés, qui sont appuyés par un design sonore anxiogène à souhait, Planète Hurlante a l'air subitement hantée. Ce qui est très frustrant, parce que ce moment porte le potentiel de tout ce que le film aurait pu être. Et c'est bien là tout le paradoxe d'un système comme celui des séries B. Elles sont bien sûr souvent pensées comme des produits calibrés pour l'exploitation, mais étant donné qu'elles n'ont pas les mêmes impératifs de box-office que les plus grosses productions, elles se permettent parfois des saillies complètement inattendues. Comme si la machine se trouvait soudainement parasitée, et qu'une créativité très personnelle se mettait à jaillir. À ce niveau, Planète Hurlante tire son épingle du jeu sur une multitude de petites idées intéressantes, comme par exemple l'ironie totale des cigarettes rouges qui neutralisent les effets de la radioactivité sur l'organisme. Dans ce film, fumer sauve, le genre de pirouette grinçante qui n'aurait pas déplu à Kadik. En fait, le concept même de série B est plus complexe qu'il n'y paraît. Au sens large, il s'agit de films très codifiés qui relèvent souvent du cinéma de genre, et dont le budget et la couverture médiatique sont très modestes. Mais une chose qui est aussi essentielle pour définir une série B, c'est l'horizon d'attente. L'horizon d'attente est un concept qui a été appliqué au domaine artistique à partir des années 70, et qui désigne, je vous la fais rapide, tout ce qui fait qu'à un instant T, on va percevoir une œuvre de telle ou telle manière. Ça recoupe donc beaucoup de choses. Notre connaissance des codes du genre, notre connaissance des autres œuvres auxquelles l'œuvre renvoie, nos références culturelles au sens large, notre environnement social, la réputation de l'œuvre, comment elle s'ancre dans notre quotidien, etc. Le mélange de tout ça est ce qui crée nos attentes. Attentes qui, au contact de l'œuvre, pourront évoluer. Et ce qui fait qu'une série B est une série B, c'est donc aussi le regard que l'on pose dessus. Si l'on vous vend Planète Hurlante comme le chef-d'œuvre absolu, la redéfinition même de la science-fiction, du cinéma et de la taille de votre érection, vous allez forcément être déçu. Et pire, par effet de ricochet, ça va sûrement accentuer une lecture négative du film, le faisant passer du statut de série B méritante à celui de ratage pur et simple, voire de navet. Comprendre nos attentes est primordial pour aborder n'importe quel film, et tout particulièrement les séries B. Parce qu'à cause de certains de leurs défauts, qui sont presque la règle du jeu dans ce système de production, elles sont beaucoup plus faciles à attaquer. Et personnellement, si je suis dur avec Planète Hurlante, c'est parce que la lecture que j'en avais eue étant ado a fini par devenir disproportionnée dans mes souvenirs. D'où une exigence parfois injuste vis-à-vis de certains de ces aspects. Et moins injuste sur d'autres aspects qui sont objectivement moisis. Non mais c'est bon là, on va pas recommencer, il y a un moment où il faut arrêter. L'horizon d'attente envers une série B est donc assez contradictoire. Il doit être à la fois érudit, en connaissant par exemple son système de production pour ne pas rester bloqué sur certains défauts inévitables, mais aussi assez neutre, ici en l'occurrence, en sachant qu'il ne faut pas attendre un film de la trempe d'un Blade Runner. C'est ce qui permet de dépasser les faiblesses évidentes du film pour en apprécier d'autant plus les vraies réussites. Ou alors carrément, on peut ne pas être renseigné sur tout ça et aborder le film vierge comme un gardon. Un pinson. Frais. Et là vous remarquerez, je n'ai pas dit ne pas avoir d'attente. Parce que ne pas avoir d'attente, c'est un mythe. Espérer avoir une bonne surprise parce qu'on n'attend rien d'un film, eh ben, c'est déjà une forme d'attente en soi. Notre regard est toujours orienté, même inconsciemment. Et personnellement, passer par une déception intense lors de ma redécouverte de Planète Hurlante, puis essayer de comprendre pourquoi, m'a permis de rééquilibrer ce regard, et de sortir de tout ça un tantinet moins catégorique. Donc ado que j'étais, petit high five. Petit. T'emballe pas. Enfin, capitaine! Ah! Quelle galère pour vous retrouver! Oui, bah c'est pas trop tôt. Mais... Non mais c'est lourd là. Non, reste cool. C'est un ancêtre, c'est pas lui. D'accord, on peut se tromper quand même. Hein? Bref, faut qu'on se tire d'ici. Bougez pas, je vous localise. Ok. Bon. Et au fait, du coup, toi, tu fais quoi ici? Bon, de toute manière, je cherche mon père. Bon, capitaine, là faut se dépêcher, hein, parce que les niveaux d'énergie baissent. Bonne chance. Une journée tout à fait normale. Bon. Ah. Va en paix, noble machin. Tu m'étonnes qu'elle était énervée avec un truc pareil enfoncé dans le... Et le hasard fait bien les choses. On y est. Ça biche.